10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui encore pour ces 2 heures d'infos et on va tout de suite... Bonjour Gilles, je vous ai pas dit bonjour, on est un peu speed ce matin pour tout vous dire, mais on est ravis de recevoir ce matin Élise Lucet pour un cache investigation coup de poing comme à chaque fois, un cache investigation qui s'intéresse aux influenceurs, l'argent des influenceurs, les arnaques dont sont victimes certains influenceurs. Et Mathieu Robert, vous êtes le réalisateur. Bonjour. Il filme en même temps lui. Ouais, je fais des stories, j'ai pris l'habitude de faire des stories. Il est devenu influenceur, ça y est. Il a été contaminé par son enquête. Alors vous savez, quand j'ai regardé le document, je prends des notes et donc ma note que je me suis envoyée s'appelle Élise à Dubaï. C'est un peu ça, c'est pas Martine à la plage, c'est Élise à Dubaï. Élise à Dubaï, donc c'était pas gagné au non, départ. c'était pas gagné du tout. Est-ce que ça a été, on va voir le zapping, mais juste est-ce que ça a été une enquête plus difficile que les autres? C'est toujours compliqué les caches investigations, mais celle-ci, il y a quand même une omerta assez importante. Assez importante, effectivement. Ouais. Et elle a été assez difficile parce que c'est un monde un peu souterrain, en fait. Ils n'ont pas très envie qu'on parle d'eux. Enfin, si, ils ont envie qu'on parle d'eux de la manière dont ils en ont envie, mais ils n'ont pas du tout envie qu'on enquête sur eux. Bien Donc sûr. Oui, c'est pas simple. Et Mathieu, il s'est un peu arraché les cheveux, même s'il en a beaucoup. Alors, par expérience, toutes les enquêtes de cache sont compliquées. Mes petits collègues pourront en témoigner aussi. Mais celle-ci, c'est vrai qu'en plus, on arrivait à un moment, en fait... C'était plus compliqué. Oui, parce qu'il y avait Booba qui était passé par là. Il y avait aussi la loi qui passait à l'Assemblée nationale sur les influenceurs. Excusez-moi. Ouais. Et ça a rendu compliqué vraiment l'enquête. Personne ne voulait parler. Ouais, et on voit que ça a été un peu, ça a été effectivement assez rock'n'roll, même les interviews. Et pour moi, c'est un des meilleurs caches investigations que j'ai vu, parce qu'il y a 2 choses. Il y a un esthétisme incroyable et la promesse qu'on va faire à nos éditeurs, c'est que ça y est, enfin des gens acceptent de répondre à Élise Lucet. Et il y a un face-à-face, on va en parler après, entre 2 personnes. Et moi, je les ai trouvées très fortes, ces 2 personnes. J'ai trouvé qu'ils ont donné du fil à retordre à une journaliste remarquable que vous êtes. Ouais. Mais ils ont donné du fil à retordre et je les ai trouvés très forts. Et ce qui était bien, c'est que pour la première fois, on voit le mécanisme qu'ils ont dans la tête. Et c'est-à-dire que même s'ils prennent le dessus durant votre interview, indirectement, on se dit mais quel manipulateur, non, ces influenceurs. En fait, c'est ça. D'abord, je pense que les influenceurs ont basé tout leur discours et leur boulot sur la prise de parole et sur la manière dont ils vont à un moment faire passer leur message. Donc, c'est des gens qui pourraient faire de la pub en fait, et c'est exactement ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Et ils ont un discours qui est rodé et rien ne peut les arrêter. Et vous avez beau leur opposer des arguments qui sont en béton armé, ils continuent à dérouler leur discours quoi qu'il arrive. Mais parce que c'est exactement ce qu'ils font sur les réseaux sociaux 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Ouais. Donc ils sont dans leur ligne, quoi qu'il arrive. Ouais. On est vraiment dans un déni total de tous les arguments qu'on peut leur apporter. On va passer au zapping avec Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ah là là, c'est trop. Alors BFM est passé devant CNews. Tout ça à cause de l'audience des 11 heures de couverture de la découverte des ossements du petit Émile. Ils étaient à ça de BFM CNews. Alors évidemment, ils l'ont mauvaise. Et chez Pascal Praud, ils se disent mais pourquoi BFM parle autant de l'affaire? Et hier, c'est Vincent Herouette qui a été au charbon. Ces grands faits divers, c'est la banalité du tragique en fait. Et donc la presse a toujours vécu de ça. Ce qui est peut-être un peu nouveau, bien qu'autrefois on lynchait les gens. Mais ici, il a fallu se lyncher. Ce qui est peut-être un peu nouveau, c'est la façon d'insinuer les accusations. Moi, j'ai été très frappé par le procès qui a été fait au grand-père là, de cet enfant, comme on l'avait fait à la mère de Grégory, comme une façon d'insinuer les choses, qui est vraiment extrêmement déplaisant. Mais pour le reste, on est effectivement devant le tragique de la vie. Et on se médite pas que c'est le mystère du mal, la mort de cet enfant. Et évidemment que ça nous touche tous. Il
Il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil, je suis assez d'accord avec Pascal, moi. Vous avez déprogrammé Cache Investigation pour un envoyé spécial Non, mais en revanche, oui, on a beaucoup suivi ça sur France Info et puis sur nos différents journaux, parce que je pense que c'est dans ces affaires-là, il y a toujours ce côté, mais qu'est-ce qu'il est arrivé ? Et on n'a toujours pas les réponses, ni pour le petit Grégory, ni d'ailleurs pour le petit Émile. Et quand ça touche un enfant, un petit enfant, c'est le cas dans les deux affaires, ben ça réveille chez nous est-ce que ça justifie 11 heures d'antenne ? Je ne sais pas si ça justifie 11 heures d'antenne, parce que je ne suis pas patronne de chaîne d'info, et puis voilà, je le serai jamais. Ils ont fait ce qu'ils pensaient devoir faire. Manifestement, il y avait du public en face, donc moi, je vais pas donner des leçons sur quelque chose un métier que je n'assure pas, quoi. Si on a... mais je suis pas d'accord avec votre introduction, c'est-à-dire que oui, effectivement, ça a donné de l'audience à BFM, mais c'est pas pour ça, je pense, que Vincent Hervouet ou Pascal Praud ont dénigré la façon dont leurs concurrents ont traité l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a une vraie question, on en a parlé avec Arlette Chabot lundi, sur la désinvolture avec laquelle certains journalistes ont parlé de cette affaire. Donc il y a eu un voyeurisme, il y a eu un vrai voyeurisme. Moi, j'entends ce que dit Vincent Hervouet. On a repensé à Grégory très rapidement, quand même. Bien sûr. Très rapidement. Et on sait toutes les critiques qu'il y a eu sur notre métier pendant l'affaire Grégory. Si on a Roselyne Bachelot ou encore Ségolène Royal, les hommes politiques se recyclent parfois à la télévision, mais quand ils viennent du camp de Donald Trump aux États-Unis, ça fait scandale là-bas. C'est l'histoire de, je sais pas si vous avez suivi, de Ronna McDaniel. Alors Ronna McDaniel, vous allez voir, c'est une ancienne de l'équipe de Donald Trump et elle a été embauchée par MSNBC, et qui est une télévision plutôt à gauche. Et alors ça a été très mal vécu par les autres journalistes. Ils l'ont très mal accueilli, la nouvelle collègue. On ne nous a pas demandé notre avis sur l'embauche, mais si on nous l'avait demandé, on s'y serait vivement opposé. Je souhaite m'associer à tous mes collègues qui ont exprimé des objections. Je pense que nos patrons vous doivent des excuses. Alors qui est Ronna McDaniel, grande figure du Parti républicain depuis 2016? Elle venait tout juste d'être virée par Donald Trump, faute d'être assez trumpiste. Devenue libre et embauchée par NBC, elle a pu évoquer ses états d'âme. Quand vous êtes à la tête du parti, vous devez assumer une position collective. Maintenant, je peux être un peu plus moi-même. C'était sans compter sur les stars de l'antenne de MSNBC, la chaîne d'information la plus à gauche du paysage américain. Elles n'ont pas du tout apprécié de voir que Ronna McDaniel, qui a couvert les délires de Donald Trump sur l'élection de 2020, devenait leur collègue. Nous reprochons à Ronna McDaniel d'avoir eu un rôle dans le système de faux électeurs de Donald Trump et les pressions qu'elle a exercées sur les fonctionnaires électoraux pour qu'ils ne certifient pas les résultats des élections. Ça vous fait bizarre quand vous voyez Ségolène Royal dans Touche pas à mon poste ? Oui, enfin, écoutez, c'est son choix. Moi, il y a un moment, j'ai pas de jugement. Si elle décide que c'est bien. Mais vous avez des avis sur rien. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, j'ai des avis. Non, mais franchement, j'ai des avis sur ce que je maîtrise et je maîtrise pas tout, loin de là. Heureusement. Restons modestes. Mais les hommes politiques qui se recyclent comme journalistes. Écoutez, franchement, je suis pas sûre qu'elle soit journaliste. Elle dit qu'elle est plutôt éditorialiste. Enfin, elle vient faire des explications. Voilà, elle est sur un dossier. D'après ce que j'ai compris, elle bosse sur un dossier. Elle vient donner son propos d'éditorialiste. Non, mais moi, je trouve justement que les journalistes qui donnent leur avis sur tout, à un moment, moi, ça me gonfle. Je le dis franchement. C'est un extrait de Quotidien. Dans le dernier envoyé spécial, bon là, ça va, ça vous plaît. Oui, ça me concerne. Vous avez parlé des sportifs et de leur carrière avec les Jeux Olympiques qui se profitent. C'était dans le dernier envoyé spécial. Hier, dans C'est à vous, l'ancien footballeur champion du monde, Bicente Lizarazu, a expliqué l'usure du sportif. Bien sûr. Il y a deux façons d'aborder le sport. Il y a la compétition, la performance, c'est violent, c'est une spécialisation. On fait toujours la même chose. À un moment donné, c'est vrai qu'il y a une saturation. Ensuite, on est dans un cadre très strict avec une discipline. Et à un moment donné, j'ai tout fait, j'avais besoin d'en sortir. Enfin, j'ai commencé à ressentir ça vers 35, 36 ans. Et j'avais envie de retrouver une liberté, j'avais envie de partir à l'aventure, j'avais envie de passer à autre chose, en fait. Et c'est pour ça que ça a été une souffrance et une libération finalement d'arrêter. J'ai pas souffert. Élise Lucet, il vous les faut tous. Teddy Riner, Mbappé. Bientôt Yannick Noah. C'est vrai. Il va être dans Envoyé spécial. Incroyable. Toutes les stars, vous avez. Mbappé, ça a dû être un moment fort quand même. Alors c'était très fort parce que je pense que le garçon n'avait jamais parlé de lui. Il avait parlé foot, mais il n'avait jamais parlé de lui. Et ça a été une négo de 4 ans, donc c'est long. Et après, ce qui m'a moi beaucoup surpris, c'est que je m'attendais justement à une interview assez verrouillée. Je l'ai
trouvé très ouvert. En fait, il avait envie de parler de lui, de raconter qui il était, et très détendu et prêt à répondre à plein de choses dont on ne lui parle jamais, c'est-à-dire ses engagements, sa vie de jeune homme très contrainte. Moi, il m'a bluffé quand il me dit, moi, j'en peux plus de ces contraintes et j'adorerais aller sur une terrasse de café, manger un croissant le matin, ou me retrouver avec mes potes et boire un apéro. Et voilà, c'est impossible. En même temps, il se plaint pas. Enfin, c'est un garçon sympa, bien cortiqué. Il a un bon petit cerveau et une très bonne colonne vertébrale, je trouve. Vous avez son 06 ? Et je vous le dirai pas. Un mot d'une auditrice qui nous dit quelques petites minutes avant d'aller travailler. Un grand merci à toute l'équipe de Cache Investigation et d'Envoyé Spécial pour nous informer, nous prévenir, nous dévoiler des infos. Donc voilà, vous avez des fans évidemment. Et Camille, je vous conseille de regarder le Cache Investigation ce soir parce que demain soir, parce que ces influenceurs sont très malins pour vous soutirer de l'argent. Et on va en parler avec Mathieu, le réalisateur de ce doc, et avec Élise, avec ce Cache Investigation. Vous parlez des jeunes et les jeunes qui ne cherchent plus à avoir un métier qui leur plaît, mais comment faire rapidement beaucoup de flouze, de la maille, de la tounasse. Et pour ça, il y a le Bitcoin. Et vous allez voir qu'il séduit de plus en plus. Et là, c'est un vrai souci, les mineurs. Et c'est un reportage du 20h de France 2. Risqué, volatile et parfois très rémunératrice. Les crypto-monnaies attirent même les adolescents, séduits par les discours de réussite sur les réseaux sociaux. Comment trouver des cryptos qui sont capables de faire un x1000 ? Allez, je vous montre. Les cryptos pourraient exploser en 2024. Ces monnaies digitales deviendront-elles l'Eldorado de la génération Z, les moins de 25 ans ? Acheter de la crypto, c'est interdit aux mineurs. Et pourtant, ça n'empêche pas certains de se lancer, comme ce lycéen de 17 ans. On est très discret. On n'en parle qu'une fois qu'on est au collège ou au lycée. Je me suis renseigné en voyant mes potes, mes collègues le faire. En moyenne, je mise 1000 € et ça peut me rapporter le double ou le triple. Incroyable, hein ? Ouais, c'est incroyable. Et puis, ça raconte aussi ce que je pense, nous, on dit dans l'émission, c'est-à-dire que, en fait, comme l'ascension sociale telle qu'elle était vécue par nos générations à nous, où on était sûr de faire, entre guillemets, mieux que nos parents, elle n'existe plus. Et notamment pour des gamins qui sont en pleine campagne, des gamins qui sont en banlieue, des gamins qui sont dans la France périphérique, et qui se disent, mais moi, j'ai zéro chance, en fait, de grimper dans l'échelle sociale. Donc, ils sont évidemment très perméables aux cryptos, aux promesses de copy trading. On va en reparler, effectivement, et avec cette promesse, effectivement, de la télé-réalité, de l'argent facile, ce que nous dit aussi une auditrice, on pense que c'est facile. Et à partir du 23 avril, Valérie, il va falloir vous y habituer, vous allez entendre quotidiennement cette petite musique. Je connais. Vous connaissez Mathieu? C'est quoi? Secret Story. Oui. Secret Story TF1. Je suis vieille. C'est une émission. Oui, je sais, mais c'est pas cette musique-là, si. C'est la musique de Secret Story. Ah bon? Oui. Je t'ai fait danser dessus, Élise. Oui, bien sûr. Évidemment, à Dubaï. On a fait ça à Dubaï. TF1 a annoncé le grand retour de Secret Story. Retour annoncé par TF1 avec un horaire un peu spécial de lancement 23h30. Le mardi 23 et après ce sera en quotidienne à 17h30. C'était votre musique? C'était ma musique. Ah bon, super. Merci. De toute façon, je vous aurais mis une autre musique, ça vous aurait pas plu. Non, on se retrouve dans un instant avec Élise Lucet et Mathieu Robert pour parler du Cache Investigation demain soir à 21h10 sur France 2. Argent facile, les fausses promesses des influenceurs. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Les invités du jour, ils sont deux. Élise Lucet, la patronne de Cache Investigation et pas de complément d'enquête, d'envoyé spécial. La daronne. Voilà, la daronne. Et Mathieu Robert, le réalisateur du Cache Investigation, décidément, que vous pourrez voir demain soir sur France 2. On vous conseille vraiment de le regarder. Argent facile, les fausses promesses des influenceurs. Hélas, j'ai envie de dire, ceux qui se font avoir ne regarderont peut-être pas Cache Investigation demain. On va faire en sorte. Ouais, mais c'est pour ça que nous, on avait vraiment, en plus, on vous reçoit pratiquement à chaque fois, très envie de vous recevoir, parce que c'est vertigineux ce que vous montrez dans ce documentaire. Donc racontez-nous un petit peu. Ça parle de ces influenceurs, on connaît leur nom, Marc Blatta, Julien, tout ça, qui sont en permanence sur TikTok, sur les réseaux sociaux, et qui vous disent que c'est très facile de gagner de l'argent
en jetant d'ailleurs souvent des liasses de billets en l'air. Oui, en fait, souvent ce sont des influenceurs que vous avez connus grâce à la télé-réalité. Vous les avez suivis ensuite sur Instagram, sur TikTok parce que vous les aimez bien, ils vous faisaient rigoler, ils vous montraient leur vie de tous les jours, leur vie à Dubaï notamment, leurs enfants aussi, leur vie de famille. Et puis à un moment, du jour au lendemain, ils vous ont parlé de faire fortune. Ils vous ont donner des conseils et là le piège commence, si vous voulez, parce que les gens ils vont commencer à mettre 500 € sur une plateforme de trading, sauf que vous ne le savez pas, mais vous jouez sur des marchés où vous risquez de perdre. Vous avez 8 chances sur 10 de perdre. Et la méthode est très simple, c'est-à-dire que vous avez qu'un copier-coller à faire. C'est ça aussi qui est remarquable. C'est-à-dire qu'il vous envoie un message en disant tu colles ça et donc tu connais rien, machin, vous le collez et puis d'un seul coup vous avez 15 € qui arrivent sur votre compte. Et vous dites, vous y connaissez rien en trading, ce n'est pas un problème. Et il suffit de suivre nos conseils. C'est très vague, mais en gros vous prenez les chiffres qu'ils vous donnent, vous les copiez dans l'application de trading qu'ils vous ont demandé de télécharger. Il n'y a qu'à suivre, ça va marcher, parfois ça marche, sauf que souvent ça marche pas, et il y a 8 chances sur 10 que c'est un peu comme une forme de casino, parce que vous misez d'ailleurs souvent des petites sommes, enfin quand je dis des petites sommes, 200 € au départ, on vous promet, et on voit avec la première personne qui témoigne, elle gagne très vite 2-3 000 €, et puis après c'est la cata, on veut se refaire, on remet de l'argent, et on perd beaucoup d'argent. Non, mais moi ce que je pense qui est très intéressant, c'est ce matraquage en fait par les réseaux sociaux, et c'est ça qui est nouveau, je pense. Les réseaux sociaux ont complètement envahi nos vies, et par l'intermédiaire de ces réseaux sociaux, mais les messages, c'est tous les jours, c'est tout le temps, et c'est vous allez devenir millionnaire, vous allez avoir la même vie que moi, regardez ma voiture, regardez ma villa, regardez ma piscine, regardez comment je vis, et vous allez vivre comme moi. T'es une douille si tu vas travailler, ça c'est ce que dit Marc Blatta. Il y en a d'autres qui juste affichent leur train de vie et disent viens avec moi, tu viens du même milieu que moi, on vient d'en bas, tu vas réussir à monter en haut. Oui, ça donne envie, évidemment que ça donne envie à des gens. Parce que la société ne propose pas grand-chose. Voilà, ils n'ont pas de perspective. Et ce qu'ils oublient de dire à chaque fois, c'est que normalement, n'importe quel message que vous envoyez sur les réseaux sociaux sur des produits financiers risqués doit être accompagné d'un message en disant attention, ce placement est risqué. Ce que fait votre banque en fait, à chaque fois que vous investissez dans un truc, votre banque elle doit vous prévenir et vous dire attention, c'est risqué. Si tu décides de prendre le rendement dynamique, dynamique c'est risqué. Donc fais attention. Et ça, il ne le publie jamais ce message-là. Au contraire, il dit c'est facile, c'est super, tu vas avoir la même vie que moi. Et en fait non, c'est super compliqué, y compris pour des gens qui sont spécialistes des produits financiers. Mathieu Robert. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière ces influenceurs qui sont très connus, il y en a des dizaines qui sont pas du tout connus. Et en fait, par exemple, moi j'ai commencé mon enquête en tapant juste argent sur TikTok. Et en fait, vous avez des dizaines et des dizaines, c'est sans fin, de jeunes avec des liasses de billets. Et en gros, nos jeunes, nos enfants, ils sont exposés à ça. Parce qu'en gros, ils voient des jeunes qui ont réussi et qui disent voilà, en 5 minutes, moi j'ai gagné 3 fois le salaire de ton prof qui est en train de te donner un cours. Et vous voyez le message que ça véhicule, et c'est là où ça devient très dangereux, c'est qu'en fait il y a plein de jeunes qui se disent mais pourquoi je vais suivre ce cours de SVT alors qu'il y en a qui gagnent beaucoup d'argent en peu de minutes. Et c'est un système aussi que vous montrez très bien dans Cash Investigation, c'est qu'il y a il y a ceux qui sont sollicités comme les influenceurs qui touchent une certaine somme, mais après il y a des traders, il y a des brokers, il y a toute une chaîne derrière. Eux, ils sont finalement ces influenceurs que j'ai envie de dire la vitrine, la partie, mais ils gagnent énormément d'argent. Nous, ce qu'on a voulu montrer d'ailleurs, parce qu'on a vite fait de taper sur les influenceurs, ça c'est un peu facile. Nous, on a voulu montrer aussi, ils gagnent beaucoup d'argent, ça on va le montrer aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir qui profite de ces influenceurs, parce que les influenceurs, c'est ceux qui prennent le risque, parce qu'eux, ils n'ont pas le droit de faire cette publicité-là. C'est interdit de faire de la publicité pour des produits financiers à risque. Mais derrière, il y a des traders, il y a ce qu'on appelle des brokers, des courtiers, c'est la plateforme de trading. Eux, ils se font aussi beaucoup d'argent parce qu'ils savent que vous allez perdre à la fin. Après, ce qui est intéressant aussi, moi je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est qu'ils disent tous qu'ils ont fait fortune comme ça en faisant du copy trading et tout, et ils ont peut-être gagné de l'argent en faisant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'à chaque fois qu'ils recrutent quelqu'un, ils touchent une commission. Énorme, et parfois, la commission est supérieure à ce que la
personne qu'ils ont recruté va investir. En gros, Monsieur X va investir 500 €. Eux, ils vont toucher 600 ou 800 € de commission. Et eux, ils sont sûrs de la toucher, la commission. Ouais. Et ils perdent jamais. Donc voilà, dans ce jeu-là, ils gagnent toujours. Dans mon petit topo, Élise, à Dubaï, un influenceur peut se faire 100 000 € par mois de commission. Oui, 150 000 €, c'est ce qu'on disait. 150 000 €, enfin, c'est invraisemblable. En recrutant tous les gens qui les regardent sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous voyez ces publicités sur les réseaux sociaux, dites-vous bien que l'influenceur qui vous parle, il a tout intérêt à vous recruter. Parce qu'à un moment, lui, quoi qu'il arrive, il touchera de l'argent, même si vous en perdez. Et vous pensez que la télévision, les chaînes de télévision, en particulier les chaînes du groupe M6, sont responsables aussi de mettre en avant ces personnages-là dans la télé-réalité, parce que c'est comme ça qu'ils se créent un public et de l'affectif. Oui, enfin, je pense pas du tout qu'M6 pensait à ça au départ. Hein. Non. Vous voyez, enfin, Gilles, franchement, si M6 s'était dit dès le début, alors on va créer des télé-réalités, ces gens vont devenir célèbres, ils vont faire du copy-trading, qui est illégal. Julien Bert, il est mais ça c'est plus le procès de la télé-réalité qu'il faut faire que d'M6. Je pense que ces chaînes ne veulent pas avoir cette image-là, hein, parce que pour le coup, là, ils ont une image qui est rédhibitoire. Ouais. Vous avez rencontré Marc Blatta, alors c'est un moment fort du documentaire qu'on verra demain, qui est un des influenceurs qui a accepté de répondre, et donc là, pour le coup, on peut pas dire, vous n'avez pas eu besoin de courir après lui. Enfin, ça a duré 9 mois. Vous avez dit, mais je vous ça a duré 9 mois, et Gilles, je peux vous dire, il nous a dit, ok, il y a 3 semaines, donc il y a 3 semaines, il nous a un vendredi, il nous dit, ah bah finalement, ok, venez, je vous attends mardi, mercredi ou jeudi à Dubaï. Bon, ok, d'accord. Et là, moi, je vous ai trouvé en difficulté parce qu'il a réponse à tout. Et surtout, lui, son discours, c'est de dire, s'il y a des gens assez idiots pour aller mettre toute leur économie là-dedans, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, si j'oblige personne, je mets pas personne, je leur mets pas un pistolet sur la tempe pour dire mets ton argent dans ça. Non, mais il dit très clairement, lui, il a perdu 29 000 €. Hein, il le traite d'idiot. Donc, il parle de ses abonnés, de sa communauté, et il dit, il est idiot. Moi, 29 000 €, je les investis pas là-dedans, je les investis dans un appartement. D'abord, ce jeune homme en question n'a pas investi 29 000 € d'un coup. Non. Il a investi 500. Puis il a gagné, puis il a perdu, puis il a essayé de se refaire comme toujours. Hein. Et au final, il a perdu 29 000 €. Est-ce qu'à un moment, Marc Blatta, dans ses stories, dit si vous avez un peu d'argent, gardez-le pour investir dans un appartement? Jamais de la vie, il dit pas ça. Il dit si vous avez un peu d'argent, misez sur mes produits de copy trading et vous allez faire fortune. Donc il dit exactement l'inverse. Il a beau, enfin, je veux dire, l'entendre dire après que ses abonnés sont des idiots, alors que story après story, il les incite à investir dans ces opérations de copy trading, je trouve ça un peu fort de café quand même, non? Ouais, et il y a un cynisme incroyable chez ces personnages. Hein. Et pour répondre à vous, sur le côté, il a réponse à tout, mais c'est pas des réponses. Non. En fait, dès qu'on lui demande des vraies réponses, dès que moi je lui demande des vraies réponses, il répond avec des fourchettes qui vont de là à là. Alors les abonnés, j'en ai 3 000 à 10 000. Bah, bonjour la réponse. L'argent, je gagne de ça à ça. C'est plus ce que je disais, c'est plus des fourchettes, c'est des fourches. Il répond pas en fait. Il passe son temps à éluder les questions et il passe son temps à me rentrer dedans pour essayer de justement pas répondre aux questions. C'est des gens qui prennent la parole tous les jours devant leur téléphone, donc ils sont dans l'oralité tout le temps en train d'essayer de convaincre, et ils sont dans ce discours de ils ont jamais tort. Les faits disent pas ça. Pas exactement ça. On va parler des plaintes aussi qui sont en cours. Il dit que je suis à Dubaï, moi je serais pas atteint par ces plaintes. On se retrouve dans un instant donc avec Élise Lucet et Mathieu Robert pour parler du Cash Investigation diffusé demain soir sur France 2 Argent Facile, les fausses promesses des influenceurs. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec Élise Lucet et Mathieu Robert. Mathieu Robert, vous avez réalisé le Cash Investigation qu'on pourra voir demain soir sur France 2, Argent Facile, les fausses promesses des influenceurs. Énormément d'escroqueries, énormément d'argent qui ont été perdus et des plaintes, on en parlait. Quelle chance ces plaintes ont-elles d'aboutir aujourd'hui? Il y a plusieurs personnes qui se sont regroupées, il y a un collectif. Il y a un collectif qui s'est monté, un collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, et il y a 150 plaintes concernant Marc Blatta, mais eux ils ont porté plainte contre plusieurs influenceurs. Le prochain en date devrait être Laurent Billionnaire dans les prochains jours, qui est un autre personnage
personnage que vous interviewez aussi, non? Non, c'est pas lui que vous avez voulu, oui. Mais qui nous intéresse beaucoup. Et il y a 2 enquêtes contre Marc Blatta, notamment pour escroquerie en bande organisée. Donc l'enquête est en cours, la justice prend son temps. Mais ils sont à Dubaï. Lui se sent protégé parce qu'il est à Dubaï. Ouais. Alors après, on a en plateau la patronne de la DGCCRF, c'est la répression des fraudes. Elle dit quand même qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée en juin dernier, donc là il y a 6 mois d'existence en gros. Hein. Et elle dit, mais il a tort de se sentir en sécurité. Oui, il va y avoir des enquêtes. Oui, des policiers vont aller à Dubaï. Oui, on aura une collaboration. Donc elle dit très clairement, attention, là on a passé un cran. Maintenant, tous ceux qui se sentaient à l'abri grâce à cette loi, maintenant il y a en gros 200 influenceurs qui sont dans leur viseur. Et nous dit-elle, 40 dossiers qui sont ouverts très sérieusement, dont évidemment le dossier de Marc Blatta, parce que là il y a carrément des procédures judiciaires en cours. Donc est-ce qu'ils ont raison de se sentir à l'abri? Pas si sûr que ça. Ce qui est certain, c'est que quand moi je dis à Marc Blatta, mais vous allez rentrer pour répondre aux policiers en France ou aux magistrats, au début il dit non, machin, peut-être, machin, mais il a aucune envie de rentrer. Il y a aucune possibilité de rentrer. Il y a une note sur lui. Hein. Ouais. Mais donc, il y a des accords d'extradition ou pas avec Dubaï? Non, mais s'il vient dans l'UE, s'il vient dans l'Union européenne, là, il est donc ça limite considérablement ses déplacements aussi. Il serait accusé de quoi? Eh ben, là, on vous dit, escroquerie en bande organisée. C'est vraiment les deux plaintes les 2 procédures judiciaires qui sont ouvertes contre lui. Donc c'est plainte contre X, mais c'est bien lui que ça désigne, puisqu'il est la seule personne qui est désignée avec sa femme. Exactement. Et à plusieurs reprises. Hein. Donc quand dans l'interview il me dit c'est une plainte contre X, oui, enfin il est le seul désigné avec son épouse, et ils sont désignés à de multiples reprises dans la plainte. Mais est-ce que c'est plaidable à partir du moment où vous investissez de votre plein gré dans un... Ce qui est plaidable, à mon avis, et c'est pour ça qu'on dit escroquerie en bande organisée, c'est qu'en tout état de cause, il y a des règles à respecter quand vous vendez des produits financiers. Donc c'est des mises en garde. Les influenceurs ont l'interdiction de faire, alors je parle sous le contrôle de Matro, mais l'interdiction de faire de la promotion de produits financiers risqués, et s'ils font de la promotion de produits financiers tout court, ils doivent de toute façon mettre une mise en garde. Et si c'est pas fait, c'est pas fait. Il y a un non-respect de la loi. Il faut un agrément de l'AMF. Enfin, tout ça est très cadré, ils sont pas du tout dans les clous. AMF, Autorité des marchés financiers. Voilà. Dans le monde entier, Mathieu? Dans le monde entier, est-ce que Dubaï fait exception ou... Ah non, c'est parce que vous vous adressez à un public français. Mais c'est ça, vous vous adressez... Mais j'avais une question à un moment pour arriver à attraper un broker, c'est un trader. Vous demandez à un influenceur de gentil, oui, voilà, lui il prend des risques, non? Je me suis posé la question. Vous demandez à un influenceur gentil de se dire intéressé par ce système-là. Donc il rencontre le broker, il rencontre le trader qui lui explique tout le système. Exactement, parce que c'était très très compliqué. Si vous voulez, personne ne voulait nous parler. Donc on a demandé à un influenceur qui a bien voulu nous aider de contacter les traders avec nous et de prendre contact, et en se faisant passer pour un influenceur qui voulait faire du copy trading. Et c'est que comme ça qu'on a réussi à enquêter. Et lui, oui, il a bien voulu nous aider, parce que pour lui c'était important, parce qu'il en a marre de cette image des influenceurs qui sont véreux, qui font pas attention à leur audience, qui racontent n'importe quoi. Lui, il fait les choses bien. Il dit quand il fait de la publicité, parce que lui, il est aussi payé par les entreprises pour faire de la promotion, mais il fait les choses bien, et donc il voulait un peu dénoncer tout ça. Ouais, donc et il est crédible par le trader parce qu'il a justement une communauté. Bien sûr, c'est ça. Et ils ne reçoivent que des gens qui ont une communauté. Qui ont une communauté de combien? 800, faut avoir 1 million. Lui, il avait quasiment 400 000, et des gens lui disaient qu'il pouvait gagner 100 000 euros. Donc vous imaginez bien l'audience, le montant que vous pouvez gagner quand vous avez une audience de 4 millions de personnes. Les chiffres sont faramineux. C'est vertigineux, je disais, c'est vertigineux quand on regarde l'enquête, quand on les écoute parler, c'est le cynisme, ce qu'évoquait Gilles, c'est-à-dire non mais nous, voilà, on leur dit mais après, vous allez gagner de l'argent. Il y a peut-être une responsabilité des politiques, parce que c'est vrai que c'est rigolo, mais on en parlait en plateau hier, quand on a enregistré, tout ça c'est un peu développé en souterrain, et puis ce que disait Jérôme Fourquet, il disait ceux qui font les lois, c'est quand même pas la génération des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc
donc ils ont mis un temps infini à regarder ce qui s'y passait, à dire qu'il fallait légiférer et à dire qu'il fallait agir. Mais peut-être parce que vous le disiez, Gilles, c'est générationnel aussi. Hein. Et ils n'ont pas réagi, ils ont laissé faire. Et ces influenceurs-là, ils disent attendez, on nous a laissé faire pendant des années, pourquoi on continuerait pas? Mathieu Robert. Franchement, les influenceurs, les traders, ils n'ont pas peur du tout de la loi. Au pire, ils auront une amende de 100 000 €. C'est un mois de salaire, c'est pas très grave. Ce qu'ils ont peur, c'est que Instagram, TikTok les bloquent. Ça, pour le coup, ils perdent toute leur faculté de recruter du jour au lendemain. Voilà, ça c'est horrible. Ce qui est arrivé à Marc Blatta. La loi, ils s'en moquent, ils sont à Dubaï. Et un billionnaire. Laurent Billionnaire aussi s'est fait bloquer son compte. Il a réouvert un compte. Marc Blatta est depuis maintenant quelques mois sur TikTok. Mais voilà, il continue. Vous voyez. Ils continuent. Puis ils peuvent prendre un autre. Mais ils savent qu'ils ont vous avez le sentiment qu'ils savent ce qu'ils font parce qu'ils jouent les naïfs quand même, en disant non, les gens ils font ce qu'ils veulent. Ils comparent même à du chocolat à un moment. C'est absolument lunaire. C'est jamais de leur faute. C'est ça, c'est que c'est jamais de leur faute. Si ton chocolat te fait grossir, tu vas pas attaquer Lindt parce que. Moi, je suis fascinée par la personnalité de ces gens en fait qui viennent de la télé-réalité et qui d'un seul coup sont devenus effectivement des milliardaires. Et avec un certain instinct de la manière dont on fait arnaquer les gens. Ce qui est très fort, c'est qu'en fait, les victimes que j'avais aussi, quand elles étaient seules et quand elles perdaient, elles culpabilisaient parce que pour elles, c'était forcément de leur faute. Et c'est ce qu'on leur disait. Et c'est ça, et c'est la force de ce collectif qui s'est monté depuis un an, c'est qu'en fait, ils retournent la chose, ils se retrouvent collectivement, ils se disent, en fait, non, on a été victime et c'est pas de notre faute, c'est de votre faute. Et c'est ça qui est intéressant. Cet homme qui a monté La Vie, puisque ça s'appelle La Vie. Et donc, il s'appelle Slim. Il révèle pas totalement son identité parce qu'il a quand même peur d'être ghosté, poursuivi sur les réseaux sociaux. Et il nous racontait quand même que dans sa famille, il y a un jeune garçon de 14 ans qui lui a dit moi je veux faire mon stage de 3e, tu sais quoi, je voudrais faire mon stage de 3e avec un influenceur. Et là, on se dit ok, il y a du boulot, il faut prévenir ces gamins que c'est pas la vie rêvée des anges, quoi. C'est pas la réalité, c'est pas ça. Non. Moi, je voulais savoir, Élise, est-ce que j'ai la vraie Élise Lucet en face de moi ou est-ce que j'ai un avatar et une intelligence artificielle? Alors non, c'est la vraie. Est-ce que vous dites à nos auditeurs, on est en direct, peut-être expliquer ce qui s'est passé. Déjà, on est en direct, donc vous êtes sûr d'avoir la vraie. De vous avoir. Ce qui s'est produit, c'est que comme tous les gens qui font beaucoup d'antennes comme vous, l'intelligence artificielle a des kilomètres et des kilomètres de ma voix et de mon visage. Et donc, c'est extrêmement facile de me faire dire des choses que je n'ai jamais dites. Et je me suis retrouvée dans un système, et comme Jamel, comme Francis Cabrel, comme d'autres confrères d'ailleurs de télé, de gens qui passent à l'antenne, à faire la promotion. Alors, on m'a mise en scène dans des fausses unes du Monde, par exemple, ou dans des fausses vidéos sur le plateau de C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine, et ou alors je peux avoir un cocard, du sang qui sort de la bouche, je suis en train de pleurer. Et l'idée, c'est que j'ai découvert un truc formidable, mais qu'on m'empêche de le raconter, que j'ai voulu fuir la France, mais qu'on m'a rattrapé à la frontière et que l'État m'empêche de dire un truc. Et l'État m'empêche de dire quoi? Qu'on peut gagner de l'argent, évidemment, très facilement. Et si vous descendez le lien, c'est en investissant sur des crypto-monnaies. Autre arnaque. Et donc ça, c'est une arnaque qui touche pas que moi, qui touche plein d'autres personnalités. La différence, c'est que nous, comme on était en train de faire cette enquête, je peux vous dire que j'ai réagi extrêmement rapidement. Vous avez fait quoi alors? J'ai répondu sur les réseaux sociaux, justement, en disant attention, c'est pas moi, faites gaffe, c'est une escroquerie, qui est le truc numéro 1 à faire, c'est prévenir les gens qui ont confiance en vous que pas du tout, ça vient pas du tout de vous, même s'il y a une vidéo où je parle, parce qu'ils ont reconstitué un discours, c'est faux, tout est faux. Et ensuite, on a porté plainte. Vous avez porté plainte. Ensuite, on porte plainte. Contre qui? Vous savez qui est derrière ça? Contre X pour l'instant, mais nos confrères du Monde qui sont mis en cause aussi, puisqu'ils ont pris une fausse une du Monde, ont fait là dernièrement une enquête hallucinante qui remonte jusqu'à des sociétés russes. L'enquête est stupéfiante, vraiment, et c'est très organisé. C'est exactement la même chose que ce que décrit Mathieu dans notre enquête. On a l'impression que parfois c'est un peu des branquignolos qui sont planqués dans un très coin. Organisé. Non, pas du tout. Tout ça est très organisé. Ils gagnent beaucoup d'argent. Et ils font ça dans tous les pays. On peut peut-être dire aux gens que tout ce qui a l'air facile, il faut s'en méfier. Ça paraît idiot peut-être à dire et basique, mais l'argent facile, ça n'existe pas. Déjà, oui, ça me semble important. Et puis, il faut le dire aussi parce qu'on parle du marketing par réseau. Ça s'appelle le MLM, Multi-Level Marketing. Après,
C'est basé sur une pyramide de Ponzi avec du recrutement, et plus on recrute de gens, plus on gagne de l'argent, mais en bas de la pyramide, ceux qui sont en bas de la pyramide, évidemment, n'en gagnent pas. L'IA, ça vous fait peur? L'IA, je pense que ça fait tout, c'est-à-dire que ça nous enthousiasme au sens où on se dit waouh, c'est super intéressant, il y a des tâches gonflantes qu'on va pouvoir faire beaucoup plus rapidement, et puis ça nous fait peur parce qu'effectivement on va pouvoir faire dire n'importe quoi. Alors à moi c'est pas si grave, mais si c'est à Donald Trump, si c'est à Xi Jinping ou si c'est à Emmanuel Macron ou à Vladimir Poutine, ça devient plus flippant quand même. Et un auditeur me dit il faut vraiment être un imbécile pour se laisser piéger par ces fakes. Bah non, vous avez rencontré, Mathieu, des victimes des influenceurs. Non, je pense qu'il parle des fakes des fakes, de l'affaire. Oui, mais pareil, c'est-à-dire que les victimes d'escroquerie, même quand on reçoit plus maintenant les mails, je suis l'héritière d'une immense fortune, machin, tout le monde peut se faire avoir. Mais parce qu'à un moment, on est dans un moment de faiblesse, on a tous dans nos vies des moments de faiblesse où on est un peu plus fragile. Et puis, il y a des gens, tout simplement, là, on en parlait hier avec une addictologue sur le plateau qui dit, il y a des visages qui donnent confiance. Francis Cabrel, oui, ça donne confiance. Vous aussi. Et tout à coup, on se dit, oui, s'il est là, lui, et on s'arrête à ça. Et puis on arrive tellement plus à faire la différence entre les vraies infos et les fausses infos que c'est très compliqué. Mathieu, sur les victimes que vous avez rencontrées, que vous avez réussi à faire témoigner, souvent masquées, un visage masqué, elles se sentent coupables, elles se disent j'ai été idiot ou bien sûr, mais si vous voulez, quand vous êtes seul chez vous à regarder des vidéos, des stories toute la journée qui vous disent la même chose, quand vous voyez qu'il y a des gens comme vous et moi aussi qui réussissent, il y a un moment où vous dites pourquoi pas moi, je suis pas plus bête qu'un autre et j'y vais. Et c'est ça le risque en fait. Donc forcément ils ont été un peu crédules, mais ça peut nous arriver à tous finalement. Bien sûr. Et puis juste pour vous dire que la semaine prochaine, il y a vraiment un document d'envoyé spécial incroyable sur les enfants d'orchestre. Les enfants d'orchestre. Allez-y très rapidement. En fait, ce sont les enfants de djihadistes français qui sont dans un camp en fait du Kurdistan syrien. Et où personne n'a jamais pu rentrer. Un de nos journalistes, Chris Huby, a pu y rentrer. Et on y retrouve notamment le fils Klein, sachant que c'est son père qui a revendiqué les attentats de novembre 2015 en France. Et on voit ces gamins qui sont majeurs, mais ils ont 18, 20 ans, 21 ans, et qui sont enfermés dans cet endroit, et on les entend parler. C'est tragique, et se pose la question de doit-on les laisser rentrer ou pas, mais en tout cas, pour la première fois, on les voit à l'antenne. Oui, c'est très gentil à vous, parce que c'est vraiment un reportage remarquable de Chris Huby. Donc ça, ce sera jeudi de la semaine prochaine. Et demain soir, donc Cache Investigation, argent facile, les fausses promesses des influenceurs. Regardez, vraiment, et c'est très esthétique aussi, c'est super bien travaillé. C'est le boulot de Mathieu Robert et de toute l'équipe, Sophie Le Gall. Merci à vous. de Cache Investigation. Nous, on se retrouve. On a encore des questions. La responsabilité des algorithmes et des réseaux. Vous en parlez, elle est grande et c'est là aussi qu'il va falloir réagir. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour les débats. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio. C'est Céline Alonso, 900 000 merci. Vous êtes 900 000 à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Sud Radio, parlons vrai.